Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans 26 minutes en Afrique et dans le monde. Comme vous le savez, tous les dimanches, nous décryptons deux sujets d'actualité africaine et internationale. Aujourd'hui, d'un côté, la montée des tensions entre le Mali et l'Algérie, accusée par le Mali de soutenir des groupes terroristes. L'Algérie nie fermement et appelle au dialogue, une crise qui risque de fragiliser davantage la région sahélo-saharienne, déjà en proie à l'insécurité, jusqu'où ces deux pays liés par l'histoire sont prêts à aller. De l'autre côté, une avancée majeure pour les droits humains au Zimbabwe. Le pays a aboli la peine de mort, une mesure applaudie par les défenseurs des droits de l'homme. Mais quel défi reste à surmonter pour transformer cette décision en un réel levier de justice sociale? Nous en parlons avec deux juristes. Laurent Nassara, que vous connaissez déjà, bonjour à vous. Bonjour Maël et bonjour à mon confrère ici présent sur ce plateau. Également Rodolphe Ataï, bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir. Bonjour à mon confrère. Le Mali accuse Alger de soutenir des groupes armés, ce que Algérie refute catégoriquement. Cette situation soulève de nombreuses questions alors que les deux pays restent des partenaires historiques. Les tensions actuelles risquent-elles de plonger la région dans une crise plus profonde? Laurent Nassara, la question s'adresse à vous. Merci. Cette accusation du Mali n'est pas prise aujourd'hui au sérieux parce que les États du Sahel que nous savons, le Niger, le Mali, le Burkina, qui se sont retirés précipitamment de la CEDEAO après les putschs qui ont eu lieu dans ces États-là, ont cette habitude-là à porter ces accusations à l'égard des pays qui leur sont limitrophes. Donc aujourd'hui, on ne les prend pas trop au sérieux. Mais en dehors de cela, cette accusation montre cette crise profonde qu'il y a entre les deux États. L'Algérie, que nous devons quand même ne pas considérer comme un État sain et sauf, puisque la question de terrorisme a démarré en Algérie. L'Algérie quand même a fait face à des insurrections islamiques dans les années 1990. Donc l'Algérie a dû mener des politiques pour qu'aujourd'hui le terrorisme soit éradiqué en Algérie. Mais quelle est la contrepartie? L'Algérie, pour certains, l'Algérie, pour avoir la paix, a repoussé ces terroristes qui aujourd'hui se sont installés dans le nord Mali, dans ces régions-là, pour qu'il existe une certaine paix en Algérie. L'Algérie laisse les marchandises, donc un trafic s'organiser dans cette région du nord Mali. Donc il y a du l'or et d'autres produits illégaux qui circulent vers l'Algérie. Donc l'Algérie, consciemment, ne fait rien pour mener des actions concrètes pour que ces djihadistes, ces fauteurs de troupes soient déroutés, soit mis aux arrêts. L'Algérie, on peut comprendre, puisque si l'Algérie a la paix et l'Algérie promet à ces djihadistes-là qu'il n'y aura aucune répercussion s'ils ne viennent pas en Algérie pour mener les attaques, donc l'Algérie est complice et c'est ce qui est dénoncé par le Mali. Nous voyons quand même que l'Algérie, compte tenu de son expérience dans le passé, a été sollicité par le Mali dans le passé, dans un passé récent, pour mener des négociations avec ces terroristes-là. Donc le Mali se dit, puisque l'Algérie a la capacité de communiquer avec ces gens-là, ces terroristes, l'Algérie est trop proche de ces groupes armés, de ces groupes de rébellion. Donc certainement, l'Algérie prend parti d'une certaine manière. Donc c'est ce qui est quand même dénoncé. Mais en dehors de cela, nous voyons qu'au-delà de ces allégations portées à l'égard du Mali, de ces répliques qui vont dans tous les sens, nous voyons que le Mali n'a pas réellement la capacité d'assurer une certaine sécurité sur tout son territoire. Sinon, il ne revient pas à l'Algérie d'assurer la sécurité au Mali. Il ne revient pas à l'Algérie de lutter contre ces groupes terroristes-là, même si l'Algérie laisse ces groupes passer entre ses frontières. Il revient au Mali d'être
de montrer que oui, nous sommes un État souverain, d'utiliser la violence légitime, comme on le dit, pour chasser ces terroristes-là de son territoire. Merci à vous, Rodolphe Attayi. Quel élément justifie les accusations du Mali à l'endroit de l'Algérie? Merci, madame, pour la question. Je voudrais préciser que ces accusations qui ont été portées par le Mali à l'endroit de l'Algérie, il faut ne pas les considérer, mais je pense qu'il faut les prendre avec un peu de réserve, je dirais réserve. Oui, dans quelle mesure? En ce sens que, n'oubliez pas, les pays de l'AES, que sont le Niger, le Mali et puis le Burkina Faso, ont, dans un passé récent, très récent d'ailleurs, accusé plusieurs pays, y compris le Bénin, alors de soutenir, voire même d'entraîner des groupes, des forces antisémites terroristes, entre griffes. Alors, suite à ça, je dirais qu'il faut prendre l'accusation du Mali avec des réserves. Mais pendant le même temps, je voudrais être sceptique en disant il ne faut pas éviter de prendre en considération cette accusation parce qu'après tout, les États sont des entités souveraines et je dirais aucune accusation n'est portée au hasard. Si on porte l'accusation, et c'est là que je serai d'accord avec mon confrère Laurent, en disant que oui, je conçois que dans une certaine mesure, le Mali doit assurer sa propre sécurité. Et je ne dirais pas qu'il n'y arrive. Il faut essayer quand même de faire une rétrospection en arrière pour dire que ce sont les Maliens eux-mêmes qui ont libéré la région du Kidal, qui a toujours été occupée d'ailleurs malgré la présence de certaines forces conjointes venues d'ailleurs, missions qui n'ont jamais su faire ce genre de choses, mais que le Mali a su relever. Alors je dirais plutôt que le problème dans les accusations entre États, c'est d'habitude que nous n'avons pas de preuves. Vous voyez? Donc la question reste toujours sceptique en se basant sur les accusations. Ce sont parfois des déclarations, mais les preuves qu'on montre ou parfois sont presque inexistantes. Et voilà, j'irai plus loin en disant, pas plus tard, la négociation qu'il y avait eu dans un passé récent entre l'Algérie qui jouait le médiateur des terroristes avec le Mali, peut-être constitue une base sur laquelle les autorités maliennes, après 1000 réflexions, se sont dit peut-être, mais si par le passé ils ont eu l'audace ou la capacité de jouer les intermédiaires avec ces forces, qu'est-ce qui montre qu'aujourd'hui ces forces-là, qui peut-être quittent dans des régions beaucoup plus frontalières avec l'Algérie, qu'est-ce qui montre que ce n'est pas l'Algérie qui est derrière ces forces-là, encore plus que les relations peut-être entre ces deux pays-là ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Mais je finirai par dire, sur la question, par dire que chaque pays est souverain. Il revient donc à chaque État de s'assurer de ce que, de l'inviolabilité, de s'assurer de l'inviolabilité de son territoire. Et ce, d'assurer donc sa propre sécurité. Si vous voyez que la relation que vous avez avec tel pays A ou B ne vous convient pas, il faut trouver un moyen d'y mettre un thème. Et bien sûr, en tant que juriste, publiciste, je dirais, il faut trouver un moyen d'y mettre un thème sans pour autant que les droits des populations ne soient complètement brimés, puisque nous sommes dans les relations entre États. D'habitude, ceux qui subissent beaucoup plus les conséquences les conséquences ou les effets négatifs des décisions, ce sont les populations, les pauvres populations, et non pas souvent les États. Donc, merci à vous. Je reviens à Laurent Nassara. L'Algérie a longtemps été médiateur dans la région. Comment interprétez-vous ce changement de posture vis-à-vis du Mali? Alors, je vois que c'est une suite logique parce que l'Algérie, aujourd'hui, ne se voit pas en mesure d'interdire à ces forces-là toute communication. Puisque ces groupes terroristes qui aujourd'hui sévissent au Mali, au Burkina et dans tout le Sahel, au départ, ont quitté l'Algérie, puisque nous ne l'oublions pas. La guerre avant qu'il n'y ait la chute du gouvernement tunisien, donc les prétendants arabes, avant que la Libye ne s'éclate,
il y avait déjà des groupes terroristes qui sévissent en Algérie. Donc, le gouvernement algérien, au départ, avait mené une politique de tout militaire. Donc, luttait militairement contre ces groupes terroristes. Mais cette politique s'est avérée inefficace. Donc, l'Algérie a suggéré aller vers un dialogue. Mais aller vers le dialogue avec ceux qui sont plus modérés. Donc, l'aile la plus dure qui continue dans le terrorisme, dans le djihadisme, n'a pas négocié avec l'État algérien. Et l'Algérie, par exemple, dans les régions comme le Kabyle, a mené des opérations offensives sur le terrain. Donc, ces groupes terroristes ont fui l'Algérie pour se réfugier. Est-ce que ce n'est pas parce que la G5 Sahel qui devrait renforcer la lutte contre le terrorisme l'affaiblit actuellement? Alors, il faut une coopération là, militaire entre l'Algérie et les États limitrophes, comme le Mali, par exemple. Dans la constitution de la plupart des pays, comme l'Algérie, il est interdit, par exemple, aux forces armées algériennes d'intervenir dans un pays étranger. Donc, il faudrait qu'il y ait des coopérations entre l'Algérie et le Mali pour que l'Algérie puisse librement intervenir sur le territoire malien. Donc, nous voyons aujourd'hui cette accusation-là est fondée, mais on ne doit pas trop accuser l'Algérie, qui aujourd'hui aussi ne veut pas être menacée par ces groupes terroristes, puisque si la situation dégénère au Mali, ça viendra en Algérie. Donc, je vois aussi une politique de l'Algérie d'être neutre dans cette histoire, puisque l'Algérie aussi veut la paix. Donc, c'est dans cet élan, l'Algérie est en coopérant, en communiquant et en jouant la médiation entre ces États-là. Est-ce à dire que le Mali en fait trop? Oui, le Mali en fait trop parce que, comme l'a dit mon confrère Rodolphe, il revient aux Maliens, il revient au Mali d'assurer la sécurité pour tous ses citoyens sur son territoire, d'assurer l'inviolabilité de son territoire. Vous voyez qu'aujourd'hui, la situation du Mali est exceptionnelle. Nous sommes dans une crise étatique. Il y a des parties du territoire du Mali aujourd'hui qui ne sont pas contrôlées par l'État malien. Et dans ce contexte, les déclarations de l'État malien ou des officiels maliens sont fondées puisque le Mali se dit, si nous n'arrivions pas à récupérer tous nos territoires, c'est parce que des forces étrangères aiment ces djihadistes-là, aiment ces terroristes-là. Et l'accusation portée à l'égard de l'Algérie, ce n'est pas la seule accusation. On a accusé la Côte d'Ivoire, le Bénin également. Donc nous voyons également des boucs émissaires qui sont désignés par le Mali pour justifier l'inefficacité de leurs actions sur le terrain. Puisque si vous êtes efficace et des forces étrangères, des pays étrangers soutiennent des groupes terroristes ou des groupes de rébellion, vous pouvez toutefois les dénoncer et des États pourront vous soutenir dans cet élan-là. Mais aujourd'hui, quand il y a cette déclaration, combien de pays soutiennent le Mali dans ces dénonciations? Mais nous n'en voyons pas. Pourquoi? Simplement parce que le Mali ne se joue pas au sérieux. Le Mali a trop cette habitude-là de désigner des boucs émissaires, de désigner des gens comme étant des fauteurs de troubles au Mali, au lieu de se taire, puisque nous ne l'oublions pas, dans les relations entre États, tout se joue diplomatiquement. Et il y a cette difficulté. Vous voyez, le Mali qui aujourd'hui porte des allégations à l'égard de l'Algérie. Dans un passé récent, malgré qu'il y ait cette altercation entre le Mali et l'Algérie, il y a pourtant des relations économiques, je dirais, entre le Niger et l'Algérie. Jusqu'à ce que le Premier ministre nigérien s'est déplacé pour aller en Algérie. Donc nous voyons quand même cette dépendance économique qui les empêche d'aller trop loin. Puisque si il y a réellement un soutien de la part de l'État algérien à ces groupes terroristes, vous devez quand même poser des actes concrets pour montrer que vous n'êtes pas d'accord. Et ça doit aller au-delà de ces allégations, de ces déclarations officielles. Je reviens à vous, Rodolphe Ataï. Est-ce qu'à la longue, on ne va pas assister à une fin de la coalition G5 Sahel suite à ces tensions qu'on observe? Bon, j'ai envie de dire que presque la coalition, pour moi, la coalition n'existe plus. Même si elle existe encore peut-être théoriquement. Elle n'a plus de force. Oui, elle puisque
je crois que dans une déclaration, si évidemment j'ai bonne mémoire, dans une déclaration des autorités, si ce ne sont pas les autorités du Niger, en tout cas des pays de l'AES, j'ai eu quand même à suivre, où ils précisaient dans l'une de leurs déclarations, sans bien sûr être précis, dans l'une de leurs déclarations que, voilà, le traité, l'accord du G5 Sahel qu'ils ont ensemble n'a pas apporté ses fruits, puisque l'accord a été mis en place pour un but précis. Et aujourd'hui, on peut dire d'ailleurs, depuis l'avènement de ce qu'ils appellent des putsch, mais que nous on va appeler des coups de force, donc des prises de pouvoir par les armes, voilà, dans les 3 pays, je dirais que déjà cette prise de pouvoir par les forces là constitue déjà l'échec de l'accord du G5. Alors, sur la position de mon confrère, Laurent, je ne suis pas d'accord sur certains points. Et il faut que je voudrais les clarifier. Allez-y, oui. Pour moi, je ne trouve pas que l'État malien est inefficace ou que l'armée malienne est inefficace dans la résolution. Alors, par rapport à la position de l'Algérie, je peux comprendre en disant que les États, et là c'est un fait, c'est un fait, même si ce n'est pas toujours du droit, c'est un fait. Dans les relations entre États, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Si vous et moi, nous sommes États et que nous avons, jusqu'à un certain moment donné, nos intérêts coïncident et qu'on est ensemble, ne croyez pas que ça veut dire que demain, si nos intérêts sont divergents, c'est qu'on sera toujours ensemble. Il n'y a pas de lien d'amitié entre États, il n'y a que des intérêts. Alors, si hier, l'Algérie, en assurant l'intermédiaire avec le Mali, réussissait bien sûr à protéger son territoire parce que puisqu'il est l'intermédiaire avec il est supposé être intermédiaire avec les groupes rebelles, alors ça lui permet donc évidemment son pays, ça permet de maintenir son pays à l'abri des attaques terroristes, puisque les terroristes ne vont pas attaquer ceux qui assurent leur intermédiaire entre griffes. Évidemment, si demain le Mali qui, malgré cet intermédiaire, peut-être qu'on a su ces négociations, ne respecte plus rien, qui est prêt à mettre fin au terrorisme par tous les moyens, d'ailleurs ce que moi je félicite, puisqu'il s'agit quand même des gens qui prônent une idéologie qu'il faut anéantir à tout prix. N'oubliez pas nos propres frères et sœurs que nous avons dans l'armée chez nous également subissent ces attaques. Donc personne ne peut être pour ces attaques-là. Donc je comprends que l'armée malienne cherche à mettre fin au terrorisme par tous les moyens. Et alors là, je reviendrai pour faire une proposition plutôt qui est peut-être contraire à l'idéologie au point de vue de mon confrère. Moi, je pense que pour lutter efficacement contre le terrorisme aujourd'hui, à l'exception ou en dehors des accusations que portent peut-être les Maliens sur les Algériens, à l'exception ou en dehors de tout ça, il faut penser autrement. Et penser autrement d'abord, et c'est là que je soutiens l'AES, penser autrement d'abord, c'est créer d'abord une coalition. Et aujourd'hui, en dehors puisque j'ai suivi avec les autorités maliennes, les autorités de l'AES qui disent notre coalition, notre confédération, Alliance des États du Sahel, n'a pas uniquement pour but d'assurer peut-être une protection sécuritaire. Non. Elle va au-delà d'une préoccupation militaire ou sécuritaire. Elle viendra aussi bientôt au développement économique, l'intégration et tout le reste. Alors je voudrais dire que pour lutter efficacement contre le terrorisme, moi je proposerais même que tous les pays limitrophes membres du Sahel créent une coalition militaire. Il faut une coopération militaire, puisque, n'oublions pas, et ça c'est un fait également, que nous prenons les 3 pays membres de l'AES, ou que nous prenons d'autres pays, le Nigeria, quoi encore, peut-être le Bénin, le Togo, pour ne citer que ceux-là, nous subissons tous des attaques terroristes. C'est un fait. C'est un fait. Et puisque nous subissons ensemble, malgré que de l'autre côté, on a des militaires au pouvoir, malgré que de l'autre côté, nous avons des civils au pouvoir, pourquoi ne pas ensemble collaborer? Et je crois l'avoir lu d'ailleurs ce matin, où j'ai appris, vous savez, il ne faut pas prendre les informations de Phoenix à cœur sans faire vérification. J'ai vu que les autorités béninoises ont fait une proposition au général du Niger pour dire le Bénin est prêt à collaborer avec lui dans le but de lutter efficacement contre le terrorisme. Si évidemment l'information est vérifiée et que c'est vrai, cette proposition, je crois que si les autorités maliennes doivent la saisir.
Merci à vous. Alors, Laurent Nassara, jusqu'où les deux pays sont prêts à aller? Alors, déjà, je pense question thématique. Voilà. Oui. Je pense qu'il ne peut pas y avoir plus d'escalade. Le Mali n'y a pas intérêt, l'Algérie n'y a pas intérêt. L'Algérie aujourd'hui est dans une politique de toujours rester neutre, de ne pas que la situation dégénère. Et le Mali également, même si le Mali fait ses déclarations, n'a pas les moyens d'entrer en guerre avec l'Algérie. Puisque j'entends quand même les gens se le dire, il y a l'AES est assez forte, mais je vais vous rappeler, il y a plusieurs coopérations militaires qui ont existé dans la CEDEAO. Pas plus tard, même que après le putsch au Niger, les autorités nigériennes ont collaboré avec le Nigeria et d'autres pays quand même pour mener des actions dans l'espace frontalier. C'est juste pour vous dire que malgré quand même qu'il y ait cette alliance-là, il y aura toujours des attaques militaires si éventuellement il n'y a pas une entente entre tous les États de la région, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être mis en place, c'est du déjà vu. On va embrayer sur le second sujet. Très rapidement, le Zimbabwe entre dans une nouvelle ère en abolissant la peine de mort. Rodolphe Ataï, que signifie concrètement cette mesure pour les droits humains au Zimbabwe et dans la région? Alors, merci encore une fois pour cette question. Alors, je voudrais préciser, en tant que défenseur des droits humains, activiste des droits de l'homme, alors, quoi de plus bon pour nos juristes d'entendre qu'on a aboli la peine de mort? C'est donc une décision que nous saluons et que je reçois d'ailleurs avec beaucoup de joie et de plaisir. Alors, ce que cela implique, c'est évidemment que désormais cette infraction, si on peut le dire, cette condamnation-là, cette sanction est retirée du droit positif du pays. Et cela va également impliquer certainement, je crois, une révision du code pénal, si ce n'est déjà fait. On doit réviser pour désormais enlever cette infraction-là, puisque évidemment c'est l'infraction la plus élevée de l'ordre positif du pays. Donc on va enlever cette infraction, certainement remplacée par une autre infraction, mais la peine de mort, évidemment, n'existera donc plus. Et je voudrais dire que c'est souvent, la peine de mort est souvent perçue par nous, les défenseurs de droits humains, comme étant une chose très 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 mal, parce que, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous êtes accusé, nous pensons que nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain. Ça, on est d'accord. C'est une question de dignité humaine, quelles que soient les raisons, puisque nul n'est pas fait. Alors, je crois qu'il faut saluer la décision, comme j'ai dit. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire d'abord. Merci. Laurent Nassara, au-delà du regard de l'œil du juriste, comment on peut apprécier cette abolition? Alors, déjà, du point de vue sociologique, cette décision est salutaire. Vous voyez, Emmerson Mnangagwa, donc le président zimbabwéen, lui-même a été victime de cette peine de mort, puisque à un moment de l'histoire, a été condamné à mort. Vous voyez, aujourd'hui, la peine de mort, nous devons la combattre. La vie humaine est sacrée et nous devons la protéger coûte que coûte. Et cette peine de mort aujourd'hui qui est décriée au Zimbabwe par les associations, les organisations défenseurs des droits de l'homme, aujourd'hui, leurs voix sont entendues. Et on se demande quel a été le déclic aujourd'hui pour cette abolition. Justement, au fait, c'est une chronologie et nous devons quand même suivre l'actualité pour voir quel est pour voir réellement qu'est-ce qui se passe au fil du temps. Cette abolition, ça n'a pas commencé le 29. Déjà, je pense qu'il y a une moratoire depuis 2005. Il y a déjà une moratoire. Donc, les peines de mort pour les infractions de terrorisme, de meurtre et tout, sont prononcées, mais il n'y a plus d'exécution. Et c'est là qu'interviennent les associations et les organisations de défenseurs des droits de l'homme, puisque eux, ils sont là, à pied d'œuvre, pour qu'il n'y ait pas d'exécution, pour dénoncer et quand même pour que les juges ne puissent pas quand même donner l'ordre d'exécuter des personnes. Et aujourd'hui, c'est une lueur d'espoir quand même pour eux. Mais quand même, il y a un piège, puisqu'Amnesty, qui a salué cette décision du président Emmerson Mnangagwa, a quand même émis des réserves.
Puisque dans la décision, on dit qu'il est interdit aux tribunaux aujourd'hui de prononcer des peines de mort. Donc, quand même, il est prévu dans la nouvelle loi qui vient abolir la peine de mort qu'en cas d'urgence, qu'on peut rétablir la peine de mort. Et ça reste une lutte pour les associations et organisations de défenseurs des droits de l'homme du Zimbabwe, puisqu'aujourd'hui, le droit à la vie doit être un acquis. Nul ne peut ôter la vie à autrui. Et l'État le fait, c'est très grave, puisque on parle de peine de mort. Vous savez, comme je le dis souvent, j'adore cette citation qui dit que la peine de mort est un assassinat étatique. En droit, chez nous, on dit que l'assassinat, c'est un meurtre, donc prémédité ou fait par guet-apens. Vous savez, l'assassinat, le tribunal rend la décision. Et dit, on va l'exécuter. Et réellement, on l'exécute. Alors quelle est la différence entre l'assassinat, donc ce qui se passe. Il faut voir les raisons derrière. Hein. Ça, c'est l'appréciation du juriste. Justement. Donc c'est déjà un assassinat étatique et il faut lutter contre ça, puisque l'État ne doit pas cautionner des assassinats. L'État ne doit pas aujourd'hui cautionner des meurtres. Et cette décision de M. Mnangagwa, c'est parce qu'il en a victime. Et la lutte des organisations et associations défenseurs des droits de l'homme y ont contribué énormément. Rodolphe Ataï, comment les autres nations peuvent apprécier cette décision et suivre la tendance? Alors, je dirais, quant à l'appréciation des États voisins ou des États membres de la communauté internationale de cette décision, mon confrère Laurent a d'ailleurs débuté en disant que les organisations de la société civile, des organisations internationales ont apprécié dans une certaine mesure cette décision, même s'ils ont en même temps essayé de mettre des réserves sur voilà, la situation d'urgence qui pourrait conduire à un éventuel rétablissement donc, de la peine de mort. Alors, j'ai envie de dire que la réception dans les États membres de la communauté internationale sera partagée. Parce qu'il y a, n'oubliez pas, dans la communauté internationale, il y a encore des États. Tous les États n'ont pas aboli la peine de mort. Même aux États-Unis, il y a des pays, donc des États fédérés, qui continuent d'appliquer la peine de mort aux États-Unis. Donc, chez nous, d'ailleurs, le Bénin, lui, va saluer, évidemment, si on ne l'a pas encore fait. Certainement, le Bénin va accueillir à cœur de joie. Qu'il vous souvienne que depuis la révision constitutionnelle de 2019, le Bénin a inscrit dans notre constitution, article 15 si je ne me trompe, hein, que nul ne sera condamné à la peine de mort. Chez nous, on l'a constitutionnalisé. Donc ce n'est pas une question de demain, on va revenir pour mettre l'assassinat étatique déguisé encore dans la constitution. Donc chez nous, nous allons accueillir à bras ouverts. Donc il y aura d'autres États qui ne seront pas d'accord, évidemment, puisque chez eux, ils continuent d'appliquer. Qu'ils vous souviennent que récemment, dans les actualités, le Niger, si je crois bien, si ce n'est pas le Niger, ça serait le Burkina Faso. Je n'ai pas la précision sur le pays, a décidé de rétablir la peine de mort. Je suis sûr que si ce n'est pas le Niger, ça sera le Burkina Faso qui a décidé de rétablir la peine de mort pour certains types d'infractions. Donc vous voyez, pendant que d'autres, alors qu'ils l'avaient aboli dans un passé récent, bien sûr, les militaires décident de voilà. Je pense quand même qu'aujourd'hui, dans le contexte africain, où beaucoup de pays ont soit envie de rétablir cette peine de mort aujourd'hui, quand même, nous devons prendre en compte le contexte sécuritaire donc, et sociologique de ces pays-là, soit des pays islamiques ou des pays qui sont vraiment en crise de l'organisation étatique. Nous voyons quand même que c'est un lieu d'espoir aujourd'hui. Ce serait quand même un pas d'inviter ces autres pays-là, comme le Nigeria, qui est notre voisin d'à côté, qui a quand même des États aujourd'hui qui continuent d'appliquer la peine de mort, notamment la loi islamique et la charia, et qui autorise d'une certaine manière la peine de mort. Donc, inviter ces États-là à faire le pas, même s'il y a des moratoires qui existent dans ces pays-là, le pas entre le moratoire et le rétablissement de ces peines de mort aujourd'hui n'est vraiment pas grand. Vous voyez,
la RDC récemment a suspendu son moratoire sur l'application de la peine de mort. Donc aujourd'hui, il est urgent que nous allions vers aujourd'hui une abolition de la peine de mort pure et simple. Et que cette abolition soit un acquis pour ces pays pour que demain, nous ne retournions pas en arrière. Merci à vous. C'est sur ces mots que nous clôturons ce premier numéro de l'an de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, en résumé, le cas du Mali et de l'Algérie montre l'urgence d'un dialogue renforcé pour stabiliser la région. Quant au Zimbabwe, son abolition de la peine de mort ouvre la voie à un futur plus respectueux des droits humains. Merci à nos invités Laurent Nassara et à Rodolphe Ataï pour leur éclairage. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde.